Bienvenue sur IFSI Réussite. Chaque vidéo que tu regardes et que tu écoutes, c'est un sujet IFSI complet et converti en un cours vivant. Aujourd'hui, on travaille le sujet de l'UE 2.11 du semestre 1, pharmacologie et thérapeutique, sorti en janvier 2022 à l'Université de Bordeaux. Bienvenue dans la nouvelle façon d'apprendre. Passons directement à la partie 1. Madame B, une fracture banale et un piège d'examen parfait. Madame B a 35 ans. Elle vient parce qu'elle a glissé. Une chute. Une douleur vive à la cheville. La radiographie tombe. Le diagnostic est posé. Fracture non déplacée de la malléole externe droite. À ce moment-là, beaucoup d'étudiants pensent « Ok, fracture égale douleur égale antalgique égale immobilisation ». Et ils passent à la suite. Erreur classique, parce qu'on ne raisonne jamais uniquement sur la pathologie visible. On raisonne sur le contexte, le terrain, les facteurs de risque. Et Madame B, si tu la regardes bien, c'est un cas d'école. Le terrain de Madame B, quand les indices s'accumulent. Madame B pèse 88 kg pour 1,68 m. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire un surpoids. Et le surpoids, ce n'est pas qu'une question esthétique. Visualise les veines comme des tuyaux souples. Plus le corps est lourd, plus la pression dans les tuyaux augmente. Le retour veineux devient plus difficile. Ensuite, Madame B fume 10 cigarettes par jour. Le tabac, ce n'est jamais anodin. Le tabac, c'est comme si tu versais du sable fin dans le sang. Il abîme la paroi des vaisseaux, il favorise la coagulation, il ralentit la circulation. Et enfin, le détail que les examinateurs adorent. Madame B prend une contraception orale œstroprogestative. À ce stade, dans ta tête, tu dois déjà entendre une petite alarme. Les contraceptifs oraux œstroprogestatifs. Ce qu'il faut vraiment savoir. Les œstroprogestatifs sont des pilules combinées. Elles contiennent un œstrogène et un progestatif. On attend de toi les mécanismes exacts, pas des approximations. Ils entraînent une inhibition de l'ovulation, une modification de la glaire cervicale et une modification de l'endomètre. Piège ultra classique, les œstroprogestatifs n'entraînent jamais une stimulation de l'ovulation. Prescription infirmière et renouvellement. Attention aux mots exacts. En QCM, on aime beaucoup tester ce que l'infirmier a le droit de faire. L'infirmier n'est pas autorisé à prescrire les contraceptifs oraux. Mais l'infirmier est autorisé à renouveler une prescription datant de moins d'1 an. Le renouvellement est possible plusieurs fois et la prescription doit contenir la mention renouvellement infirmier. Piège, une prescription supérieure à 1 an ne peut pas être renouvelée par l'infirmier. Visualise un ticket de parking. Moins d'1 an, le ticket est valide. Plus d'1 an, le ticket est périmé. Œstroprogestatif et thrombose, le vrai danger silencieux. Les œstrogènes ont un effet bien connu. Ils augmentent le risque thromboembolique. Imagine le sang comme une rivière fluide.
Les oestrogènes, c'est comme si tu ajoutais du sirop. La rivière devient plus épaisse, elle coule moins bien. Ajoute maintenant le tabac, le surpoids, l'immobilisation, et là tu obtiens une situation à haut risque de thrombose veineuse. C'est pour ça que les œstroprogestatifs sont contre-indiqués en cas d'infarctus du myocarde, de risque de thrombose veineuse, d'hypertension artérielle sévère. Pas dans la polyarthrite rhumatoïde, pas dans l'asthme. Ce sont des pièges. Immobilisation quand le sang s'arrête de circuler. La botte plâtrée, ce n'est pas qu'un traitement orthopédique, c'est un facteur de risque vasculaire. Le muscle du mollet, normalement, agit comme une pompe. Il aide le sang à remonter vers le cœur. Quand la jambe est immobilisée, la pompe est éteinte. Le sang stagne, et quand le sang stagne, il coagule. C'est exactement pour ça que le médecin prescrit une HBPM. HBPM, le garde du corps du sang. Les héparines de bas poids moléculaire sont là pour une seule raison: prévenir les accidents thromboemboliques. Ce n'est ni un antalgique, ni un traitement des maladies hémorragiques, ni un traitement de la douleur. Visualise l'HBPM comme un anti-adhésif. Elle empêche les plaquettes de s'agglutiner. Surveillance infirmière sous HBPM, là où tu gagnes des points. Quand un patient est sous HBPM, tu surveilles les plaquettes et l'apparition d'hématomes. Très gros piège, tu ne surveilles pas l'INR et pas le taux de prothrombine. Ces deux ne concernent pas les HBPM. Et point très important, en cas d'insuffisance rénale, les HBPM augmentent le risque hémorragique. Partie 2, la douleur quand le corps hurle et comment on l'écoute. Madame B arrive aux urgences, très algique. Elle ne décrit pas une gêne, elle décrit une douleur qui prend toute la place. La douleur, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas une case à cocher, c'est un signal d'alarme. Imagine une sirène. Quand elle se déclenche, ce n'est jamais pour rien. Comprendre la douleur, la nociception, expliquer simplement. Dans le corps, il existe des capteurs spécialisés. On les appelle les nocicepteurs. Ils réagissent quand il y a une agression, soit mécanique, soit thermique, soit chimique. Dans le cas de Madame B, la fracture provoque une lésion tissulaire. Et là, tu dois connaître la phrase exacte, sans la modifier. La lésion tissulaire est à l'origine de l'excès de nociception. Visualise un fil électrique dénudé.
La lésion, c'est le fil coupé. La nociception, c'est le courant qui s'emballe. Piège très fréquent. Dire que l'excès de nociception n'est pas présent dans la douleur aiguë est faux. Au contraire, la douleur aiguë est typiquement nociceptive. Et la douleur neuropathique alors? La douleur neuropathique, c'est une autre histoire. Ce n'est pas une lésion de l'os, ce n'est pas une inflammation, c'est une lésion du système nerveux. Donc attention au piège, la douleur neuropathique n'apparaît pas lors d'une lésion tissulaire simple. Quand la douleur devient chronique. Le temps est un critère fondamental. Au-delà de 6 mois, la douleur est dite chronique. Pas 3 mois, pas quand ça dure longtemps. Non, il faut retenir 6 mois. Les paliers de la douleur, l'escalier, pas l'ascenseur. La prise en charge de la douleur suit une logique simple, mais elle est souvent mal comprise. C'est un escalier. Au palier 1, ça correspond aux antalgiques non opioïdes. Piège classique, le palier 1 ne correspond pas à l'absence de douleur. Il correspond au paracétamol et aux AINS. Au palier 2 et 3, quand ça ne suffit pas, on monte. Le palier 2, ce sont les opioïdes faibles. Au palier 3, les opioïdes forts, réservés aux douleurs sévères. À l'examen, on teste souvent en disant « les antalgiques opioïdes forts sont prescrits en cas de douleur sévère ». Et c'est une affirmation qui est juste. Le paracétamol, le médicament trop banal pour être innocent. Le paracétamol, tout le monde le connaît. Justement, c'est pour ça qu'il piège. Il a une action antalgique et une action antipyrétique. Il n'a pas d'action anti-inflammatoire. Image mentale, le paracétamol, c'est un casque anti-bruit. Il atténue le signal, mais n'éteint pas l'inflammation. Le foie, la limite à ne jamais franchir. Le chiffre à connaître par cœur, une quantité supérieure à 4 grammes par jour peut entraîner une augmentation des enzymes hépatiques. Visualise le foie comme une usine de recyclage. Un peu de paracétamol, il gère. Trop de paracétamol, l'usine déborde. Autre point clé, il peut être délivré sans prescription médicale. Il peut être prescrit en association avec X'. Piège majeur, la naloxone n'est pas l'antidote du paracétamol. Le tramadol, l'opioïde à double visage.
Le tramadol appartient à la famille des opioïdes faibles. Il agit au niveau du système nerveux central. Image mentale, le tramadol, c'est un tampon amortisseur. Il ne supprime pas la douleur, il la rend supportable. Les pièges autour du tramadol. Il est contre-indiqué en cas de traitement par IMAO. Il n'est pas classé comme stupéfiant. Il n'a aucun lien avec les corticoïdes. Ces propositions tombent très souvent pour te faire douter. L'ordonnance, ce que Madame B peut faire ou pas. Madame B termine sa boîte de paracétamol. Elle a encore mal. Elle peut se faire redélivrer une boîte avec la même ordonnance. Mais si elle termine sa boîte de tramadol, elle ne peut pas obtenir une nouvelle boîte avec la même ordonnance. Image mentale, paracétamol égale porte automatique. Tramadol égale porte avec badge. Les opioïdes quand le corps ralentit. Les opioïdes, de manière générale, agissent sur des récepteurs précis. Les endorphines sont des agonistes des récepteurs opioïdes. Effet indésirable typique, des nausées, surtout au début, de la constipation, donc laxatif souvent associé. Piège très fréquent, les opioïdes donnent une myosis, pas une mydriase. Surveillance infirmière sous opioïdes. Quand un patient prend des opioïdes, tu surveilles les fonctions vitales. La fréquence respiratoire, la vigilance, le transit intestinal, le soulagement de la douleur, l'apparition de vomissements. Visualise un tableau de bord. Si une aiguille chute, tu agis. Partie 3, néphopam, sevrage et grossesse, quand le médicament dépasse la douleur. Madame B n'a pas reçu que du paracétamol et du tramadol. Aux urgences, elle a aussi reçu du néphopam, par voie veineuse. Et là, beaucoup d'étudiants se crispent, parce que le néphopam, ce n'est ni un opioïde, ni un AINS. Le néphopam, l'antalgique qui brouille les pistes. Le néphopam, c'est un antalgique à action centrale. Il agit dans le cerveau, pas sur l'inflammation, pas sur les récepteurs opioïdes. C'est un antalgique non opioïde. Phrase à connaître telle quelle. Image mentale, le néphopam, c'est comme baisser le volume de la radio. La musique continue, mais elle gêne moins. Gros piège, il n'est pas réservé à la douleur chronique. Il n'est pas bradycardisant. Mais il a une particularité importante. Les effets anticholinergiques. Le désert dans la bouche. Le néphopam a des propriétés anticholinergiques. Et les anticholinergiques, c'est toujours la même image. Le dessèchement. Donc, sécheresse buccale. Visualise une bouche comme un désert.
Pas de salive, langue collée, soif permanente. Cette image te fera cocher la bonne case sans réfléchir. Le sevrage quand le corps réclame ce qu'on lui enlève. Certains médicaments, quand ils sont pris au long cours, modifient le fonctionnement du cerveau. Le corps s'habitue. Il s'adapte. Il devient dépendant. Si tu arrêtes brutalement, le corps panique. C'est le syndrome de sevrage. Les médicaments à retenir absolument. La codéine et l'oxycodone. Pas le paracétamol, pas l'ibuprofène, pas la naloxone. Image mentale, c'est comme retirer les roulettes d'un vélo, d'un coup. Le corps tombe. Grossesse et médicaments. Le placenta n'est pas un mur. Avant de sortir, Madame B pense à sa sœur enceinte. Beaucoup imaginent le placenta comme une muraille. C'est faux. Tout médicament administré à la mère peut traverser la barrière placentaire. Phrase officielle à ne jamais reformuler. Image mentale, le placenta, c'est une passoire intelligente. Elle filtre, mais elle laisse passer. Le facteur temps, le vrai juge. Ce n'est pas seulement le médicament qui compte, c'est le moment où il est pris. Piège majeur, dire que le retentissement ne dépend pas de la période d'exposition est faux. Au contraire, le retentissement d'une exposition in utero dépend de la période d'exposition. En début de grossesse, il y a un risque de malformation. En fin de grossesse, il y a un risque de syndrome de sevrage néonatal. Les médicaments formellement dangereux. Certains médicaments posent tellement de risques que la décision est claire. Le caractère tératogène d'un médicament peut conduire à la contre-indication de son utilisation au cours de la grossesse. Et attention, les AINS comme l'ibuprofène sont contre-indiqués au cours de la grossesse. Partie 4, Madame I.G. Quand éteindre le feu finit par brûler autrement. Madame I.G. a 21 ans. Elle vit avec une maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est un feu inflammatoire chronique dans l'intestin. Un feu qui se rallume sans prévenir, qui fatigue, qui abîme. Le gastro-entérologue prescrit du budesonide antocorte 9 mg par jour. Et là, on entre dans un chapitre fondamental, les glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes, des pompiers très puissants. Les glucocorticoïdes sont souvent mal compris. Beaucoup les confondent avec les AINS. Erreur grave d'examen. Les glucocorticoïdes ne sont pas des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils forment une classe à part, beaucoup plus puissante.
Et tu dois reconnaître leurs 3 propriétés exactes, sans changer un mot. Ils ont une propriété anti-inflammatoire, anti-allergique et immunomodulateur, ou, autrement dit, immunosuppresseur. Image mentale, les corticoïdes, ce sont des pompiers chimiques. Ils éteignent le feu, mais ils arrosent tout autour. Le mythe du médicament sûr. Beaucoup d'étudiants pensent c'est un médicament courant, donc c'est sûr. C'est faux. Il existe des contre-indications aux glucocorticoïdes. Leur profil de sécurité n'est pas excellent et leur tolérance dépend de la durée du traitement. Image mentale, un extincteur c'est utile, mais si tu vides toute la bonbonne dans une pièce, tu ne peux plus respirer. Les indications des glucocorticoïdes, là où ils sont indispensables. Les corticoïdes sont indiqués dans plusieurs situations clés. Ils sont utilisés dans l'asthme, le choc anaphylactique, la polyarthrite rhumatoïde, la transplantation d'organes, mais pas dans l'ulcère gastro-duodénal. Image mentale, les corticoïdes sont comme un bouton mute sur le système immunitaire. On l'active quand le bruit devient dangereux. Les cures prolongées, quand le corps paye la facture. Madame I.G. prend son traitement pendant plusieurs mois. Et c'est là que les effets apparaissent. Les cures prolongées de glucocorticoïdes exposent à un risque de perte musculaire, une rétention hydrosodée, une suppression de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Cette dernière phrase est majeure. Visualise cet axe comme un chef d'orchestre. Si tu donnes des corticoïdes de l'extérieur, le chef arrête de diriger. Les glandes surrénales se mettent en pause. Piège classique, dire qu'il y a peu de risques d'effets indésirables est faux. Les règles d'or de la corticothérapie. Il existe une règle simple, mais fondamentale, toujours attendue à l'examen. Le traitement doit toujours se faire à la dose la plus faible et la durée la plus courte possible. On privilégie des prises régulières et on surveille. Surveillance infirmière sous corticoïdes. Quand un patient est sous glucocorticoïdes, tu ne te contentes pas de donner le médicament. Tu surveilles la température, la présence d'œdème, la glycémie, la cholestérolémie, la triglycéridémie et la créatinine. Piège, même les voies locales nécessitent une surveillance. Il n'y a pas d'exception. Image mentale, les corticoïdes, c'est comme modifier les réglages d'une machine complexe. Tu dois vérifier tous les voyants.
La iatrogénie, quand le médicament devient la cause. Quelques mois plus tard, Madame I.G. se plaint de céphalée. La tension est mesurée, elle est élevée. Ce n'est pas la maladie, c'est le traitement. On parle de pathologie iatrogène médicamenteuse. Iatrogène veut dire provoqué par le soin. Autrement dit, le médicament était censé aider, et là, il crée un nouveau problème. Pharmacovigilance, qui doit déclarer quoi? Et là, en QCM répond que la haute autorité de santé participe à la surveillance des médicaments. Une pathologie iatrogène peut venir d'une erreur médicamenteuse. Les professionnels de santé doivent déclarer les effets indésirables graves. Les patients peuvent aussi déclarer. Piège très fréquent, même si l'effet est connu et attendu, la déclaration reste nécessaire. Visualise la pharmacovigilance comme une tour de contrôle. Même un incident connu doit être signalé. Partie 5. Le voyage du médicament. Forme, vitesse et piège invisible. Comprimé classique ou effervescent. La course contre la montre. La prescription mentionne Doliprane 1000 mg comprimé. Deux formes existent et là le piège commence. Imagine deux personnes qui veulent entrer dans une piscine. La première arrive habillée, elle doit se changer, enlever ses chaussures, entrer lentement. C'est le comprimé à libération conventionnelle. La seconde arrive déjà en maillot, elle plonge immédiatement. C'est le comprimé effervescent. Les comprimés effervescents font partie des formes à libération accélérée. Donc, le temps de latence est plus long pour les comprimés à libération conventionnelle. Piège fréquent, la phase biopharmaceutique n'est pas plus longue avec l'effervescent. Les courbes de biodisponibilité ne sont pas identiques et la forme effervescente n'a pas de plateau prolongé. Image mentale, l'effervescent, c'est un ascenseur express. Le comprimé classique, c'est un escalier. Capsule, ce qu'on peut et ce qu'on ne fait jamais. Les capsules dures ont un autre nom. Elles sont aussi appelées gélules. Les capsules molles, elles, contiennent un contenu liquide. Piège très fréquent et très grave, on n'écrase jamais une capsule molle. Concernant la forme, les capsules dures ne sont ni sphériques ni ovoïdes. Leur enveloppe n'est pas épaisse et pas en une seule partie. Les formes dispersées. Le médicament se mélange. Une forme dispersée, c'est une forme où le principe actif est réparti dans un milieu. Les solutions buvables, les suspensions, les émulsions, les crèmes, les mousses, tout ce que je viens de citer sont des formes dispersées. Le devenir du médicament,
le voyage en 4 temps. Quand un médicament entre dans le corps, il suit toujours le même chemin. Et la première étape, c'est la phase biopharmaceutique. C'est la première phase qui se déroule après l'administration. Elle comprend LDA. Et ce sigle doit rester intact dans ta tête. Libération, dissolution, absorption. Piège classique, le D ne signifie pas distribution, mais bien dissolution. La distribution, c'est après, beaucoup plus tard dans le voyage. Unidose ou multidose, précision ou adaptation. Les suppositoires sont des formes unidoses. Une forme multidose, elle, nécessite un dispositif de mesure, comme une cuillère, une seringue, un godet. Piège très fréquent, une forme multidose n'est pas plus précise qu'une unidose. Dans une forme unidose, le patient ne répartit pas la dose. Une forme unidose ne permet pas une meilleure adaptation de la posologie. Image mentale, unidose, c'est une portion individuelle. Et multidose, c'est un gâteau à découper. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Chaque vidéo te fait progresser parce que chaque sujet sont complémentaires entre eux et te donne les notions pour valider toutes tes unités d'enseignement. C'est ça, la méthode IFSI Réussite, apprendre par la diversité des sujets, pour que ton cerveau crée des ponts entre les notions et retienne tout ce qui tombera à l'examen et sans effort. À force d'écouter et de lire ces cours, tu finiras par tout connaître sans t'en rendre compte. Pas besoin de relire 100 fois les mêmes polycopiés. Ici, tu avances sujet après sujet, UE après UE, jusqu'à construire une base solide pour valider tes 3 années d'IFSI. Parce que la réussite, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la vivre. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.